Sylvie Joussaume, je suis climatologue au CNRS, je travaille au sein de l'Institut Pierre-Simon Laplace sur les aspects modélisation du climat et je coordonne également cette infrastructure, cette contribution que l'on fait au niveau français, mais au niveau européen, de façon à coordonner nos efforts de développement et à renforcer l'organisation internationale sur ces enjeux du changement climatique. J'ai écrit un livre grand public sur climat d'hier à demain au CNRS Édition, paru en 93. La dernière édition date de 2000. Malheureusement, il est épuisé, mais il peut rester une source d'information. Beaucoup de choses restent tout à fait valables sur l'explication des modèles, comment ça fonctionne, sur le fonctionnement du système climatique, et il doit pouvoir être trouvé dans un certain nombre de bibliothèques. Pour ceux qui veulent voir un peu l'ensemble de la discipline, pas seulement les aspects climat, mais aussi les aspects modélisation du climat, mais aussi les aspects observation, le livre Climat à découvert du CNRS donne un panorama large de l'ensemble des recherches qui sont nécessaires pour arriver à mieux comprendre le fonctionnement de l'ensemble de ce système. À votre avis, pourquoi faut-il des structures internationales pour étudier le climat ? Alors en fait, l'étude du climat s'appuie à la fois sur des observations, il faut observer l'ensemble de la planète, et également des modèles numériques. On reviendra un peu sur cette notion de modèle numérique. Et ces modèles, en fait, permettent à la fois de mieux comprendre comment le système fonctionne et de prévoir son évolution. Et de façon à pouvoir coordonner ces travaux, en fait, l'ensemble de la communauté s'est organisé autour d'un programme international, le programme mondial d'études de recherche sur le climat, depuis les années 80 pratiquement, hein, pour coordonner les observations, bien sûr, parce qu'il faut mettre ensemble les données, mais aussi coordonner les simulations numériques de façon à pouvoir comparer les résultats, avoir une base commune d'analyse et aller plus loin et mieux profiter de l'ensemble des recherches qui sont faites. Est-ce que vous pourriez définir ce qu'est un modèle de climat ? Oui, alors effectivement, une notion de modèle, ce sont des modèles mathématiques et numériques qui vont, on peut les voir comme des maquettes numériques qui vont représenter le fonctionnement de l'atmosphère, des océans, des continents. Ça va s'appuyer sur les principes de base de la physique, comme les lois de conservation, hein, on conserve la masse, on conserve l'énergie. Et on va, en fait, au fur et à mesure du temps, ces modèles se sont sophistiqués et en fait, on représente de plus en plus l'ensemble des processus, à la fois physiques, mais aussi chimiques. Il y a des réactions qui se passent dans l'atmosphère, sur la composition de l'atmosphère, et biologiques, parce qu'en fait, les écosystèmes, que ce soit sur les océans, dans les océans ou sur les continents, contribuent au fonctionnement et interagissent avec l'atmosphère et l'océan. Sur quelles données fonde-t-on l'avis scientifique que l'augmentation de température observée est en grande partie due aux activités humaines ? Alors effectivement, on mesure une augmentation de la température globale depuis la mise en place du réseau international de mesure en 1860. Et ce réchauffement est d'environ 0,8 degrés à l'échelle globale. Alors il s'observe non seulement dans l'atmosphère, mais aussi dans les océans, et on l'observe aussi par exemple dans la fonte des glaces. Et il se produit parallèlement à l'augmentation d'émissions de gaz à effet de serre par les activités humaines, hein, comme l'émission de dioxyde de carbone. C'est pas si simple de déterminer les causes de ce réchauffement. Et pour faire ça, on confronte observation et résultats de modèles, prévisions de modèles, où on va reproduire le climat du dernier siècle et on va comparer les caractéristiques à la fois spatiales et temporelles entre modèles et observations. L'avantage des modèles, c'est qu'on peut très bien mettre une simulation en ne mettant que des facteurs naturels sans émission de gaz à effet de serre, ce qu'on ne peut pas faire évidemment sur la planète réelle. On peut au contraire ne mettre que des gaz à effet de serre et pas d'autres phénomènes. Enfin, voilà, on peut serrer, on peut séparer les causes, et c'est en comparant les caractéristiques à la fois spatiales et temporelles qu'on peut arriver à affirmer qu'il est extrêmement probable que cette émission de gaz à effet de serre en soit la cause principale. On peut étudier différents climats grâce à ces maquettes, hein. L'avantage, c'est que justement, on peut jouer sur les facteurs qui interviennent, qui influencent, qui sont clés pour déterminer des conditions climatiques. Et on peut simuler, on a une espèce de facsimilé de la Terre, et on va aller simuler les climats différents.
vous contribuez au rapport du GIEC. Est-ce qu'il y a autre chose que le rapport du GIEC dans votre travail de quelle manière vous publiez tous ces résultats? Alors, les résultats de la communauté scientifique sont publiés dans les journaux scientifiques. Ce que fait le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, c'est de faire en fait une synthèse, un état de la connaissance à la fois sur ce que l'on sait moins, sur les points d'accord, de désaccord de la communauté scientifique, et de façon à avoir une base solide pour les négociations. Donc, j'ai participé au troisième rapport en tant qu'auteur. Au dernier rapport, j'étais donc ce qu'on appelle review éditeur, donc je suivais le processus. Donc, il y a différentes façons d'intervenir dans le GIEC, mais ce qui est très important, c'est que c'est vraiment basé sur l'état de la connaissance fait par les experts dans le domaine au niveau international. Donc, en particulier, un des points importants, c'est d'avoir accès à des projections, de savoir comment le climat peut être amené à évoluer si on veut pouvoir décider d'actions. Et pour cela, le GIEC s'appuie sur ces expériences coordonnées au niveau international auxquelles contribue Climery pour la France. Donc, notre infrastructure va contribuer et réalise les expériences qui ensuite sont largement exploitées dans ces rapports du GIEC pour pouvoir avoir un état de la connaissance sur la fiabilité des modèles, sur la connaissance des processus et sur ces projections qui vont être une façon de dire comment le climat peut être amené à évoluer suivant différents choix politiques et scénarios économiques. Quel exemple vous avez de négociations dans lesquelles ces résultats ont été impliqués? Quel rôle ça a joué? Ces résultats permettent de voir comment le climat peut être amené à évoluer si on ne fait rien ou si on agit. Et il y a toute une communauté qui va aller ensuite utiliser ces résultats de modèles climatiques pour regarder les impacts sur les écosystèmes, les impacts sur les océans, les impacts sur la santé, par exemple. Et c'est l'ensemble de ces travaux qui ensuite sont utilisés dans les négociations, parce qu'en fait, c'est ce qui a permis de dire qu'il faut qu'on limite le réchauffement à 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel, de façon à éviter les dangers des dangers importants, des risques associés à une élévation trop rapide et trop importante de la température. Alors, un point peut-être important, c'est qu'en fait, dans les négociations, il y a deux questions face à la question au changement climatique. À la fois de réduire les émissions d'atténuer, de réduire ces émissions de façon à limiter les risques, et d'autre part, de se préparer à s'adapter, c'est-à-dire anticiper et limiter l'impact de ces risques sur nous. Et en fait, les résultats des modèles servent aux deux, puisque c'est eux qui vont permettre de dire comment le climat va évoluer, et donc ce qu'il faut mettre en place pour atténuer ce risque. Et une partie du changement, de toute façon, même si on atténue les émissions, sera inéluctable. Et donc, ça permet aussi d'anticiper les risques, de savoir s'il y aura plus de canicules, plus de précipitations intenses, à quoi il faut s'attendre et comment anticiper et comment réduire l'impact de ces risques sur nos sociétés. Quel est l'impact de Climery dans le paysage des sciences du climat à l'échelle internationale ? Ces expériences qui sont coordonnées au niveau international, c'est environ une trentaine de groupes de modélisation de par le monde. Il y en a 7 en Europe et il y en a 2 au niveau français qui contribuent à l'ensemble de ces exercices de façon à pouvoir disposer d'une information la plus large possible. Au niveau français, il y a ces 2 communautés, celle de l'Institut Pierre-Simon Laplace et celle basée sur le modèle de Météo France, utilisé dans un mode climat et non pas dans un mode de prévision météorologique dans ce cas. D'accord. Et donc ce sont 2 modèles qui sont à la pointe de ce qui se fait à l'heure actuelle. Alors les 2 modèles français sont tout à fait insérés dans l'ensemble de ce qui est fait au niveau international et contribuent à cet effort et sont tout à fait dans la pointe de ce qui est fait au niveau international. Certaines personnes se disent encore climato-sceptiques. Connaissez-vous leurs arguments et pouvez-vous répondre à ceux qui vous semblent le meilleur argument de ceux qui nient les changements climatiques anthropiques ? Alors,
Il faut voir que le changement climatique, ça nécessite de changer nos modes de vie, nos modes de consommation d'énergie. Ça pose tout un tas de questions au point de vue économique. Donc qu'il y ait des voix dissonantes, nous on aime bien utiliser aussi le terme de voix dissonante, n'est pas étonnant, puisqu'en fait ça gêne un certain nombre de gens. Donc d'une certaine façon, moi je pense que ça fait partie du processus d'appropriation de l'enjeu. C'est normal qu'il y ait un certain nombre de ces voix dissonantes. Alors les arguments après peuvent être de deux types. Il y a des gens qui sont plus sur le côté politique, en particulier, bon, c'est très développé au niveau États-Unis, par exemple, où on peut avoir aussi des arguments qui vont essayer de s'appuyer sur un certain nombre de points scientifiques. Par exemple, une interprétation d'observation partielle. Au lieu de prendre l'ensemble de l'évolution, on va se concentrer sur les derniers 20 ans. Et il y a des fluctuations. On n'a pas un réchauffement systématiquement plus élevé d'année en année. Il faut voir qu'en fait, on a des fluctuations, une variabilité naturelle du climat auquel se superpose cette tendance liée à l'augmentation des gaz à effet de serre et qu'on ne peut pas juste découper en tout petits bouts. Ils vont aussi, par exemple, s'appuyer sur des mécanismes qui peuvent être plus ou moins bien connus. C'est pas si facile de bien quantifier l'impact du soleil, donc on peut avoir oublié certains mécanismes. Donc ils vont s'appuyer sur ce genre de questions. Et d'autres vont carrément en fait rejeter cette question parce qu'en fait elle s'appuie énormément sur les modèles de climat et ils n'ont pas confiance dans une approche qui utilise une démarche de modélisation. Alors c'est certes un modèle de climat, c'est pas un outil parfait, mais c'est quand même un outil qui permet d'expliquer l'évolution du climat récente, voire pour d'autres périodes comme celle du maximum glaciaire. Et on n'est pas le seul domaine qui s'appuie sur la simulation. En aéronautique, les avions s'appuient aussi beaucoup sur de la simulation et ça n'empêche pas les gens d'utiliser les avions. Mais dans le domaine du climat, souvent ce rôle des modèles est mal compris et souvent mal perçu et c'est souvent un des points d'achoppement. Puisqu'ils critiquent les modèles, qu'est-ce que eux suggèrent ou qu'est-ce qui peut exister pour décrire et pour comprendre le climat si on n'a pas des modèles? Comment on pourrait faire? Alors, typiquement, ça va être de s'appuyer uniquement sur les observations, mais les observations sont en fait c'est une résultante de différents facteurs, à la fois des facteurs naturels et des facteurs liés aux activités humaines. Et si on veut détricoter, enfin, pouvoir étudier l'impact de l'un par rapport à l'autre, on a besoin des modèles. Et puis sur le futur, si on rejette les modèles, eh ben, on ne peut rien dire. On est incapable de dire quoi que ce soit sur ce qui se passe, sur ce qui va être possible d'arriver. Or, on prévoit cette augmentation du réchauffement depuis les années, ça a commencé en 1975 et les premiers rapports du GIEC début 90 et malheureusement ce qu'on a prévu se réalise, donc on ne peut pas non plus tout rejeter et dire que les modèles n'ont aucun fondement. Donc hors des modèles, il n'y a pas tellement de moyens de travailler en fait. Très difficile. Ben, merci beaucoup Sylvie Jousseaume pour cet entretien.